Bienvenue dans cette vidéo de présentation aux JSON Web Tokens qui seront utilisés pour authentifier de manière sécurisée un utilisateur et aussi pour autoriser les accès aux ressources de cet utilisateur en fonction des privilèges qu'il aurait. Nous allons aller vers une authentification de type stateless. Alors, dans une partie précédente, nous avons vu lors de la gestion des sessions côté client, les avantages et inconvénients de gérer des sessions côté serveur. Et donc, quand on parle de sessions gérées côté serveur, on parle de stateful server par rapport aux avantages et inconvénients d'une gestion de session côté client. Et quand on parle de gestion de session côté client, eh bien, on va pouvoir avoir des serveurs qui sont stateless. Alors, ici, au niveau de l'authentification, si on gère donc les données associées à la session côté serveur, eh bien, un des gros inconvénients, c'est que si notre application grandit et que la charge des utilisateurs augmente de manière très importante, eh bien, la gestion des sessions et donc des serveurs devient très compliquée. Pour faire du load balancing, il faut pouvoir authentifier un client au sein des différents serveurs qui pourraient traiter de ce client. Et donc, c'est très très difficile à gérer. Un des avantages, par contre, si on gère les sessions côté serveur et donc l'authentification et les données associées, eh bien, c'est que c'est très rapide. Et donc, nous allons pouvoir avoir très rapidement une réponse de notre serveur. Alors, quand on veut aller vers une gestion de serveur stateless, et donc de gérer les données de session côté client, eh bien, nous allons devoir mettre en place de nouveaux mécanismes, car on a vu que c'était pas forcément sécurisé si on avait un client qui veut accéder à des ressources et que finalement l'information de session est sauvegardée côté client. Il est assez facile pour un hacker de simplement trouver des petites astuces pour essayer de faire en sorte qu'il ait le rôle de votre utilisateur. Et donc on avait vu dans une partie précédente une application où on avait quelque part un trou de sécurité. C'était la partie sur la gestion des sessions côté client. Pourquoi est-ce qu'on souhaite se diriger vers une authentification de type stateless et donc d'avoir un serveur qui ne gère donc pas les données de session? C'est parce que on va pouvoir à chaque fois que notre application va devoir grandir et que le nombre d'utilisateurs vont augmenter, pouvoir très facilement rajouter des serveurs et traiter des requêtes des clients indépendamment de quel client aurait fait la requête. Du moment que c'est le client qui gère les données de session, n'importe quel serveur va pouvoir répondre et la session de l'utilisateur sera bien prise en charge. Même chose si le serveur tombe lorsqu'on a une stateless authentication, eh bien, ça ne sera pas un souci. Dès qu'un serveur prendra la main, eh bien, la session sera directement retrouvée. À l'inverse de la gestion de session côté serveur, eh bien, si le serveur tombe, eh bien, tous les clients associés à ce serveur vont perdre aussi leur session. Alors, pour sécuriser donc des sessions dans le cadre d'une authentification stateless, on va devoir avoir un mécanisme où le serveur va pouvoir identifier le client, quelque part créer une sorte de clé associée à ce client, donner la clé
à son client, et après le client garde cette clé côté client, mais le serveur, à chaque fois que le client va se connecter au serveur, va être capable de détecter que la clé est valide de son client et récupérer les données de session si cette clé est valide. Et donc c'est le mécanisme appliqué lorsqu'on utilise les JWT. Alors quand on utilise des JSON Web Tokens, eh bien il faut connaître un peu comment est structuré un token. Alors un token, il est structuré en 3 parties. Le header qui va contenir l'algorithme qui est utilisé pour signer votre token. Donc la signature, c'est la 3e partie. Il y aura dans la 2e partie ce qu'on appelle le payload. Alors il faut faire attention, le payload, il va être encodé, tout comme le header, en B64. Ce qui veut dire que c'est très très facile de retrouver les données. Ces données ne sont pas cryptées. Et finalement, la signature de notre token, afin réellement de s'assurer du fait que le token a été généré par le serveur, eh bien, c'est une donnée qui sera hachée selon l'algorithme qui sera mis dans le header. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Notre démo associée donc au JSON Web Token, elle est mise dans le répertoire JWT, et donc j'ai lancé cette application. Je vais maintenant me connecter à l'aide de mon compte Teacher à cette application qui gère donc l'authentification de manière stateless à l'aide de tokens JWT. Je me log et je vois ici qu'au niveau de mon local storage, j'ai maintenant un token qui s'est rajouté. Et ce token, en fait, on le voit ici, je vais le copier et le coller au sein de ce site qui me permet de voir et de décoder les différentes parties qui sont associées à un token. On voit qu'on a bien les 3 parties, le header, voilà l'algorithme ici qui a été utilisé pour signer ce token. On voit dans le payload les données associées au claim. Le claim, donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de vérifier encore plus en détail qui est l'utilisateur associé à cette session. Ici, on voit que c'est le username teacher. Alors, on voit du coup que n'importe qui peut décoder les tokens. Donc, ça arrive à des jeunes programmeurs parfois de penser que l'info est codée, qu'on ne voit rien, et donc on pourrait mettre le password directement au sein du token. Non, 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 il faut faire très attention. On pourrait crypter le payload et pouvoir mettre des infos vraiment très cachées à ce niveau-là. C'est une possibilité, c'est pas recommandé de crypter le payload, mais disons que dans certains cas, on a besoin de plus d'infos sensibles côté client. Et voilà, le cryptage pourrait parfois être acceptable, mais vraiment essayer d'éviter. Et ici, on voit la signature. Cette application ne peut pas, quelque part, démontrer que la signature est valide car elle n'a pas la clé associée à cette signature. Alors, pour la mise en place d'une authentification et de l'autorisation via JWT, eh bien, voici les différentes étapes que doit, quelque part, être réalisées au sein de notre web app. Il faut qu'au niveau du front-end, eh bien, on puisse vérifier s'il n'y a pas déjà un token qui serait enregistré dans nos données de session. S'il n'y en a pas, eh bien, il faut demander à une Web API d'authentifier l'utilisateur en envoyant du coup son username et son password. Et si l'authentification est correcte, eh bien, l'API renverra un token au front-end. Alors,
si jamais l'utilisateur était déjà enregistré au sein de l'application, eh bien le token existerait déjà dans les données de session de l'utilisateur. Ce token serait envoyé au serveur et le serveur pourrait vérifier la signature et quelque part autoriser l'utilisateur à continuer son voyage au sein de l'application. Une fois que l'utilisateur est authentifié donc, au niveau du serveur et qu'il a donc reçu son token, et que ce token va être sauvegardé dans les données de session côté client, eh bien, il va pouvoir accéder à des nouvelles routes, à des nouveaux contenus, de nouvelles données. Et donc, pour ce faire, il va fournir le token au serveur. Et donc, en fonction des privilèges associés à cet utilisateur, qu'on peut retrouver d'ailleurs notamment via l'identifiant souvent de l'utilisateur qui est mis dans le token, eh bien, le serveur va accepter ou pas l'accès aux ressources demandées. Alors, on va reprendre un peu ces différentes étapes graphiquement. Ici, on a un utilisateur qui veut donc se loguer au sein de notre application. On est dans le cadre d'une single page application. Donc, on a un clic sur le lien login, puis on accède donc au formulaire de login de l'utilisateur. Donc, submit, et on a l'envoi de username et password à notre API. Lorsque donc l'utilisateur aura cliqué sur le bouton Submit, le formulaire, eh bien, nous aurons un petit script qui va faire une requête asynchrone sur la ressource Users Login et qui enverra donc les données username et password à notre serveur. Notre serveur, au niveau de son routeur, eh bien, va gérer la réception du username et password, va vérifier via le modèle que cet utilisateur, ses credentials sont bien corrects, donc username, password, soit via l'appel à un fichier ou à une base de données, récupère l'info donc du modèle. Et si l'utilisateur est bien authentifié, donc il a fourni les bonnes infos username et password, eh bien nous allons créer un token à l'aide de la méthode sign. Et donc le token qu'on a vu précédemment avec les trois parties, le header, le payload. Dans le payload, on va mettre le username principalement. On signe, donc quelque part, on a une petite clé hachée qui sera plus tard reconnaissable par notre serveur, et on envoie à notre client des données JSON, ce qu'on veut. Ici, on renvoie le username, mais surtout, on renvoie le token qui a été généré par le serveur à notre client. Ce token va donc être enregistré côté client, soit au sein d'un cookie, soit au sein du web storage. Alors, une fois que l'utilisateur est authentifié, il va du coup tenter d'accéder à des routes qui sont normalement protégées et donc à du contenu qui est censé être protégé. Et donc le mécanisme par la suite pour autoriser son utilisateur à l'accès de ressources, eh bien nous allons le voir visuellement. Dans un premier temps, le front-end va envoyer le token au serveur lorsqu'il veut accéder à des ressources. Le back-end va valider le token reçu. Si le token est OK, il va donc renvoyer les ressources qui auront été demandées par le client. Si le token n'est pas OK, il va envoyer un code d'erreur au front-end. Voilà visuellement comment ça se passe. Nous avons ici donc notre client qui veut afficher la liste des utilisateurs. Donc il va faire une requête asynchrone pour avoir toutes les ressources de type users. Il met donc le token qu'il avait sauvegardé dans ses données côté client. On voit ça au serveur. Le serveur va vérifier s'il peut autoriser cet utilisateur sur cette ressource bien particulière et donc va appeler la méthode
verify qui vérifie la signature du token. Et donc si le token est valide, continue le mécanisme d'accès aux ressources. Alors il peut aussi vérifier au niveau du payload si l'utilisateur est bien l'utilisateur qu'il dit qu'il est. Et une fois que donc cette autorisation est faite, les données sont renvoyées par le modèle et donc le routeur va pouvoir répondre à notre client. Pour répondre au client, eh bien, il va vérifier au sein du modèle que grâce au modèle, les ressources demandées, récupère ces ressources et renvoie ici, dans ce cas de figure, la user list à son client. Bien sûr, l'affichage côté client des ressources utilisateurs va se faire lorsque le browser et donc au sein de notre composant JavaScript, on va générer de l'HTML dynamique associé au JSON qu'on aura reçu du serveur. Alors il existe de nombreuses librairies JWT. Celle qu'on utilise dans le cadre de ce cours s'appelle JSON Web Token et pour l'installer, vous avez la commande ici. Pour utiliser le middleware, vous avez ici donc le code associé. Le secret qui va donc être le secret connu du serveur uniquement, qui va permettre de signer donc les tokens et quelque part de vérifier la signature associée à un token que le serveur recevrait pour autoriser l'accès aux ressources d'un utilisateur. Alors, pour quelque part créer un token, c'est ce qu'on appelle signer un token, eh bien on va appeler la méthode sign, dans laquelle en premier paramètre, on va passer le payload. Donc dans le cadre de l'application de la démo, on met juste dans le payload le username. C'est très souvent le cas, hein. C'est soit un identifiant de l'utilisateur, soit voilà, quelque chose qui nous permet vraiment de vérifier le claim associé à l'utilisateur. Un secret, c'est la clé qui va permettre de hasher donc, la signature du token. On peut mettre des délais d'expiration du token pour gérer le fait qu'après un certain temps, il faut que l'utilisateur renouvelle son token. Et puis, en fonction du succès ou de l'échec de cette opération, eh bien, on va renvoyer soit un code d'erreur à l'utilisateur, soit un JSON dans lequel il y aura le token qu'on renvoie. Alors, à chaque fois qu'on veut autoriser l'accès à une ressource à un utilisateur, eh bien, nous allons quelque part devoir vérifier le token qui sera envoyé par l'application client. Et donc, la façon la plus propre de gérer l'autorisation, c'est de créer un middleware qui, à chaque fois qu'on va accéder à une certaine route qui doit être sécurisée, eh bien, sera appelé. Et donc, ce middleware, ce qu'il va faire, eh bien, c'est de vérifier qu'il a bien reçu un token. S'il n'a pas reçu de token, de renvoyer une info au client avec un code d'erreur pour dire que voilà, l'utilisateur n'est pas autorisé. Et si le token a bien été reçu, il va vérifier donc la signature du token et décoder le token. S'il y a une erreur et donc la signature n'était pas bonne, par exemple, va renvoyer un code statut. Si le décodage était bon, eh bien, on va récupérer au sein du payload l'information qui est présente. Nous, dans notre payload, on avait mis le username, on récupère le username. Et donc, on va pouvoir vérifier le claim associé à cet utilisateur. Nous, ici, on va vérifier que cet utilisateur existe vraiment. Et si l'utilisateur existe vraiment, eh bien, on va passer au prochain middleware. Et le prochain middleware, ce sera le fait de traiter de la route et par exemple de renvoyer les ressources à notre utilisateur.
Voilà, pour illustrer l'appel de notre middleware d'autorisation, eh bien, au sein de la route users, si on veut afficher la liste de tous les utilisateurs, il y aura d'abord le middleware authorize qui va s'assurer que donc, le client a bien envoyé un token, décoder ce token, vérifier la signature, vérifier que le username est bien présent dans la liste des utilisateurs. Et si c'est le cas, on a l'appel de next au sein de ce middleware et donc on va pouvoir traiter de cette fonction ici qui va simplement faire un return de la liste d'utilisateurs. Alors on a vu comment gérer les tokens côté serveur. Maintenant il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va traiter de ces tokens côté client. Alors il y a deux grandes façons de faire. Soit on va enregistrer le token dans des cookies, et donc les cookies seront envoyés au serveur à chaque requête, puisque c'est comme ça que fonctionnent les cookies. À chaque fois qu'il y a une requête à un serveur, s'il y a des cookies, ils sont envoyés automatiquement avec la requête. Une façon plus moderne de gérer des données d'utilisateurs côté client, c'est d'utiliser le web storage. On a vu comment faire ça dans les parties précédentes, mais on n'a pas vu comment associer des tokens. Et donc on va voir ça par la suite. Je vous ai montré précédemment comment accéder au local storage dans le cadre de la démo. Vous allez au sein de votre browser, vous tapez sur F12 et au niveau de Application, vous avez accès au local storage, au session storage, plus bas aussi aux cookies. Et là, vous pouvez voir directement le token qui serait enregistré dans votre session. Alors, on a vu que maintenant, notre backend, notre API, attend un token à chaque requête sur des ressources qui sont protégées. Et donc, pour ajouter ce token, il va falloir y accéder. Et donc, si le token est dans le local storage, on va écrire une petite fonction qui vient récupérer du local storage ce token. Et on va, au sein des authorization headers, on va rajouter le token. Et donc, dans notre requête, à l'appel de la méthode fetch, il faut ajouter set header si authorization. Voilà, donc je vous laisse découvrir par vous-même cette démo associée à l'authentification via JWT. C'est quand même fort intéressant cette application. Quand on regarde, par exemple, pour afficher la liste des utilisateurs, eh bien, on a bien dans les headers un token qui est envoyé. Et donc, on a maintenant, pour faire le lien avec une des démos de la partie sur la gestion des sessions côté client, quand on tente maintenant d'accéder à l'API directement pour avoir la liste des utilisateurs, eh bien, on reçoit bien le message « You are not authenticated ». Et on n'a aucun moyen d'accéder à cette liste si on ne fournit pas un token valide. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien ici je vais donc aller au niveau de la liste. J'ai bien accès à la liste. Maintenant, si je venais changer le token, et donc je donne une valeur différente à ce token. Donc je suis un hacker, voilà, j'ai tenté de façonner un token. Eh bien, quand je vais maintenant vouloir afficher la liste, vous voyez que j'ai envoyé un token qui ne correspond plus du tout à ce qui avait été signé par notre serveur. Et donc, la signature a été déclarée invalide par notre middleware ici qui gère l'autorisation, donc authorize. Et ce middleware authorize a été tenté de décoder donc ce token que on a vu, j'ai façonné un peu en direct devant vous, et a vu qu'il n'était pas valide lorsqu'il a vérifié, et donc on a renvoyé le message d'erreur à notre application client qui était, voilà, invalid token. Ce sera tout pour ce sujet. À tout bientôt.